BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le club BFM Crypto. Aujourd'hui de 15h à 15h30 comme tous les jours sur BFM Business. On va parler de stablecoin, dollars et euros. On va parler de minage et de souveraineté. On va parler de Davos. On aura aussi les tops et les flops d'Enzo à la fin de l'émission. Vous nous écrivez à crypto@bfmbusiness.fr. Mes invités du jour, Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat. Bonjour Jonathan. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver. Raphaël Bloch est avec nous également, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Raphaël, on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes à Vienne. Et Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo, ravi de vous avoir. Écrivez-nous, on vous répond toutes les semaines. Le club BFM Crypto, c'est parti. Une introduction très courte parce que j'ai des grands bavards sur ce plateau. Raphaël Bloch, vous êtes à Vienne, vous faites le tour du monde. De toute façon, à chaque fois qu'on vous contacte, vous êtes ailleurs, vous êtes quelque part pour aller voir les boîtes crypto. On parle aujourd'hui de Tether. Quelques mois après l'avoir annoncé, Tether vient de lancer son nouveau stablecoin, USAT, qui est disponible aux États-Unis. Pourquoi déjà un nouveau stablecoin? À quoi ça va servir également, Raphaël? Oui, alors effectivement, on prononce USAT ou alors en bon anglais USAT pour la référence aux États-Unis. Non, effectivement, comme vous le savez, Tether est aujourd'hui le principal émetteur de stablecoin sur la planète. Ils ont le plus gros stablecoin dollar de la planète, l'USDT. Et jusqu'à présent, l'USDT n'était pas accepté sur le territoire américain. Donc ce que Tether a fait, c'est dans le cadre du Genius Act, qui a été adopté maintenant l'année dernière, ils ont donc créé un nouveau stablecoin qui là respecte toutes les obligations qui permettent en fait d'accéder au marché américain. Et donc voilà, ils viennent de lancer ce stablecoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas tout seuls. Ils ont deux partenaires, évidemment deux partenaires américains. Un partenaire pour l'émission du stablecoin et un autre pour la gestion de la réserve. C'est-à-dire que comme tout stablecoin, si vous avez un stablecoin en circulation, il faut évidemment avoir un équivalent dollar en réserve. Donc voilà, c'est un produit qui leur permet finalement de coller aux exigences de Donald Trump, du gouvernement américain, du marché américain. Et donc pour eux, c'est l'occasion d'avoir le stablecoin USDT aujourd'hui le plus distribué en dehors des États-Unis. Et maintenant, leur objectif, c'est d'aller rentrer en compétition avec l'USDC qui est géré par Circle. En quoi ce lancement est une victoire pour les États-Unis, Raphaël ? Ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 ans, finalement, Tether se posait la question de savoir où ils allaient accélérer. Ils sont déjà fortement présents en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc se poser la question, parce que l'USDT était disponible en Europe, de savoir s'ils allaient mettre leur force plutôt sur l'Europe ou les États-Unis. Et on avait notamment interviewé Paolo Ardoino, qui est le CEO de Tether. Il nous avait expliqué que MiCA était une bonne chose, qui est une régulation, comme le Genius Act aux États-Unis, mais qu'en revanche, il y avait trop de contraintes. Et ce qu'il soulevait notamment, et ça a été, et c'est toujours un frein pour le marché des stablecoins en Europe, c'est que vous devez avoir 40% pour les stablecoins qu'on appelle systémiques, 40% de la réserve qui est en cash dans des banques, ce qui veut dire que ce cash étant immobilisé, vous n'avez pas de rendement. Et comme vous le savez, le business model des émetteurs de stablecoin, c'est de générer du rendement avec cette réserve. Et donc Tether a à l'époque dit, on se retire du marché européen. Et le coup stratégique qu'ont réussi les Américains, c'est de dire, si vous n'arrivez pas à vous développer en Europe, développez-vous aux États-Unis. On va aussi vous demander de respecter certaines règles, parce qu'aujourd'hui l'USDT qui est disponible à l'international ne respecte pas toutes les règles imposées en Europe et aux États-Unis en termes de transparence de la réserve, également de custody des fonds dans des banques. Et donc les États-Unis se sont dit, dans le cadre du Genius Act, on va créer un cadre qui est contraignant, mais un peu moins que celui qu'il y a en Europe. Et donc on va attirer une entreprise comme Tether qui va développer son propre stablecoin et qui peut-être demain va devenir une référence, notamment côté entreprise. Ça donne, tout de suite, on a envie de penser à ce qui se passe aussi du côté de l'Europe et où en sont les stablecoins euros. On n'est pas au même stade de développement, très clairement. Alors oui, bien sûr, on en avait parlé en 2024, en 2025. On sait qu'il y a un différentiel sur le marché, entre le marché des stablecoins dollars et en fait tous les autres marchés de stablecoins, que ce soit euro, livre ou d'autres devises. En revanche, il y a quand même beaucoup d'initiatives en Europe, il faut le souligner, notamment de la part de banques. On sait très bien qu'en France, il y a SG Forge avec le RCV. Il y a également Odo qui a son stablecoin. Donc voilà, il y a des initiatives
législatives qui arrivent. Maintenant reste le sujet finalement de la taille de ces stablecoins et aujourd'hui le plus gros stablecoin euro est celui de Circle, donc qui a un très gros stablecoin USDC en dollars. Ils ont lancé leur stablecoin euro, qui est, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Le marché global des stablecoins euro est d'un peu plus de 500 millions d'euros, comparé aux 200 milliards plus de 200 milliards sur les stablecoins dollars. Donc voilà, ça donne une idée du différentiel. Maintenant, l'enjeu est de réussir à faire croître, à faire grandir ce marché des stablecoins euros. Il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, celle qui est empruntée par la plupart des émetteurs euros, c'est de dire si vous êtes détenteur de stablecoins, vous pouvez non pas toucher le rendement nativement sur ces stablecoins, mais vous pouvez déposer ces stablecoins dans des protocoles avec des produits financiers. Et là, vous pouvez chercher des rendements entre 4 et 8%. Tout dépend effectivement de la structuration du produit. On est au tout début de cela. On sait qu'SG Forge a déployé un produit sur Morpho. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais l'enjeu, évidemment, c'est de combler le retard abyssal qui s'est construit ces dernières années. Et quid d'Etherfi? Vous avez fait une interview de son CEO qui se place aussi sur ces stablecoins euros. Ouais, alors effectivement, Etherfi, ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens, hein, mais c'est aujourd'hui l'une des petites stars dans ce qu'on appelle les crypto-banques. Alors évidemment, une banque, quand on parle de banque, il y a beaucoup de critères derrière, hein, c'est quasiment juridique, donc c'est un peu un abus de langage, mais le but d'entreprises comme Etherfi, c'est de vous dire, vous êtes capable d'accéder à des services qui vont du compte jusqu'à la gestion de vos fonds en non-custodial avec une carte de paiement. Et voilà, c'est gérer vos actifs, mais on-chain, avec de la DeFi. Etherfi aujourd'hui, alors par rapport au secteur crypto, est un gros acteur, mais évidemment est un nain par rapport aux grandes banques. Hein. Aujourd'hui, ils ont, entre guillemets, en termes d'actifs sous gestion, à peu près 10 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 10 milliards ont évidemment vocation à être placés. Donc aujourd'hui, une partie est placée sur des stablecoins dollars, c'est-à-dire que les fonds des clients sont directement déployés en termes de liquidité sur les stablecoins dollars. Et Etherfi, effectivement, on a fait une interview avec le CEO. Et ce qu'il nous a annoncé en exclusivité, c'est que ça y est, ils veulent attaquer le marché euro. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les volumes qu'il y a aujourd'hui sur les stablecoins euros, qui sont encore une fois de quelques centaines de millions d'euros, enfin la market cap, quand vous avez des acteurs comme ça qui peuvent se positionner, on peut facilement imaginer que le marché puisse faire x2, x3, x4 si vous avez 500 millions, 1 milliard de ces actifs gérés par Etherfi qui se déploient sur différents stablecoins euros. J'ai une petite question subsidiaire parce qu'on s'est posé la question dans la rédaction de BFM Business. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de Tether, qui était le principal émetteur de stablecoin. C'est aussi le plus gros détenteur d'or au monde, or banque centrale et banque privée. Est-ce que vous pensez que l'explosion du cours de l'or est corrélée au succès de Tether ? Ah oui, alors c'est pas facile de vous répondre comme ça, parce qu'évidemment il y a plusieurs facteurs qui expliquent le succès assez impressionnant de l'or qui vient de dépasser effectivement les $5 000 l'once. Que Tether, qui effectivement aujourd'hui, alors bon, c'est eux qui le revendiquent, il n'y a pas de titre officiel pour Tether, qui est effectivement apparemment la première entité non étatique en termes de détention de tonnes d'or. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'ils communiquent autant dans un contexte d'instabilité géopolitique et économique renforce cet appétit pour l'or. Mais on pourrait imaginer que finalement, il y a un impact équivalent de par le contexte géopolitique sur le Bitcoin, et on voit qu'on est encore sur un range autour des 90 000 $. Donc bon, Tether est un acteur important, mais de là à imaginer que ce soit eux qui aient un impact direct, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les banques centrales et les États achètent de plus en plus d'or, que des entreprises comme Tether le font, que les particuliers le font, et qu'effectivement, en période d'incertitude, eh bien, tous les actifs en quantité limitée et surtout le Bitcoin s'apprécient. Donc là, l'or monte, l'argent monte. Nous, ce qu'on analyse avec l'équipe chez The Big Well, c'est que
ça va aussi avoir un impact sur eh bien, des actifs, notamment comme le Bitcoin. Enzo, vous avez Oui. votre avis sur la question? Effectivement, cette incertitude vient, je pense, effectivement, de l'environnement financier. Dans les années 70, avant la fin des accords de Bretton Woods, les banques centrales les plus grandes du monde détenaient entre 30 et 40% d'or. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10%. Ça montre bien et elles continuent d'accélérer. Elles achètent de moins en moins de dollars, de plus en plus d'or. Donc déjà, on peut aussi se dire qu'on a encore un pick-up de entre 3 et 5 fois sur l'or si on considère que les banques centrales vont revenir au niveau qu'elles avaient avant la fin des accords de Bretton Woods sur la quantité d'or qu'elles doivent détenir. C'est la position qu'elles prennent en Inde, en Chine, aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Je pense que c'est vers quoi on va. Jonathan? Alors déjà, je suis plutôt d'accord avec Raphaël, c'est que c'est très difficile toujours de trouver une explication de l'augmentation des prix. C'est même de plus en plus difficile d'analyser donc, tout ça. Déjà, c'est ma première réaction à chaud. Et on peut se dire que Tether, effectivement, qui communique de manière assez soutenue sur ce sujet-là, c'est pour montrer leur solidité. On est dans un contexte d'instabilité mondiale et il faut justement revendiquer tous les arguments possibles et imaginables pour rassurer les investisseurs. Et surtout quand on voit que l'or s'apprécie de manière stratosphérique depuis plus d'1 an maintenant, c'est tout à son avantage de déclarer qu'il fait partie, si c'est l'acteur qui détient le plus de Bitcoin hors État. J'ai fait une pardon. J'ai fait de petits lapsus. Exactement. On va passer à un autre sujet, le dossier Exaion. Jonathan Erskovici, filiale d'EDF spécialisée dans le calcul intensif, qui pourrait passer donc sous contrôle du groupe Mara. On le savait, c'était entre les mains de Bercy. Pourquoi cette opération déclenche autant de réactions et prend autant de temps ? Alors, effectivement, on en a déjà parlé plusieurs fois sur votre plateau, Sandra. Et effectivement, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet de souveraineté. Moi qui suis un patriote français, effectivement, lorsqu'on a une pépite comme Exaion avec un potentiel aussi important, on peut se demander pourquoi est-ce que le gouvernement français, à travers évidemment sa société EDF, veut se débarrasser de cette pépite. Donc, on a eu cette information à l'automne dernier. Et effectivement, on avait des tractations qui étaient en cours. Il y avait eu une contre-offre qui avait été faite par un consortium français mené par Sébastien Gouspillou et Florent Gabriel, que vous connaissez évidemment. Et on attendait justement le résultat de ces fameuses tractations. Et a priori, lundi, donc ces tractations ont abouti sur la confirmation de la cession de Exaion à Mara. Et on a justement un certain nombre de détails sur cette opération. Il y a une clause qui vous embête. Voilà, et c'est là où ça peut devenir surprenant, parce qu'on peut se dire que c'est plutôt bien négocié. A priori, la vente est toujours confirmée à 168 millions de dollars. C'est une entreprise qui est structurellement en perte. Je crois qu'elle a perdu près de 5 millions d'euros. Donc on peut se dire sur le papier que c'est une opération super intéressante, d'autant que apparemment la négociation a abouti sur la préservation des emplois, sur un droit de regard assez important sur toutes les décisions. Mais comme vous le disiez à l'instant, Sandra, le plus important et le plus étonnant dans ces tractations, c'est cette fameuse clause de non-concurrence où, a priori, pendant 2 ans, EDF n'aurait aucun droit d'aller sur des activités, donc sur l'activité du calcul haute performance, donc qui comprend des activités évidemment à fort potentiel, que sont donc l'intelligence artificielle et évidemment ce qui nous intéresse, le minage de Bitcoin. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Est-ce que dans la négociation, cette clause a été préservée et justement pas renégociée? Et Raphaël, je vais vous donner la parole dans un instant, mais c'est vrai que le dossier, Jonathan, est devenu très politique en fait. Le dossier est devenu très très politique et d'ailleurs on peut presque se féliciter que Bitcoin a été celui qui a permis à toute la classe politique, j'ai envie de dire, de s'accorder un petit peu sur cette affaire où de Jean-Luc Mélenchon, donc du LFI, avec Manuel Bompard, en passant évidemment par Sarah Knafo, par David Lisnard, par Marine Le Pen. Tout le monde est monté au créneau là, depuis quelques jours pour dénoncer cette opération qui n'est pas encore validée définitivement, si je comprends bien, parce que le Premier ministre doit quand même valider définitivement l'opération, parce que le papier qu'on a reçu, c'était celui de la DGT. Et là, il doit y avoir une validation formelle du Premier ministre sur cette opération. Mais en tout cas, effectivement, toute la classe politique récupère cette affaire. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est justement une récupération politique? Est-ce qu'il y a de vraies intentions par rapport au sauvetage de cette société?
On peut se poser la question. Oui, c'est vrai qu'on parle ici d'énergie, on parle de calcul numérique, de minage, c'est beaucoup de sujets très importants. Certains disent que Exaion est trop petit pour être stratégique. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est vrai que quand on regarde comptablement les résultats de la société, on est quand même sur une société qui est en vraie difficulté financière. Et ça sous-entendait que l'État, à travers EDF, devait remettre au pot. Mais on peut se poser la question sur des activités aussi stratégiques, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde l'entreprise, c'est plutôt une entreprise de très petite taille, qui ne génère pas de rentabilité. Mais compte tenu des enjeux stratégiques du secteur de l'énergie, secteur de la souveraineté, on parle beaucoup d'IA en ce moment, de calcul de performance, et on se dit que la société française spécialisée sur ce domaine-là, qui part à l'étranger, on peut se demander pourquoi. Ouais, alors après, on est effectivement dans un budget où il faut trouver l'équilibre et l'argent, voilà. Mais on est court-termiste. Et voilà, donc c'est quand même assez surprenant. On ne voit pas assez à long terme, effectivement, mais on voit le problème de budget. Raphaël, une réaction ? Oui, alors effectivement, c'est un dossier qu'on a suivi de très près, à tel point que c'est nous, chez De Big Well, qui avons révélé cette clause. Et là-dessus, ça a été un énorme boulot de Grégory, l'un des cofondateurs de The Big Well. Il a lu tout le contrat à l'époque, et c'est vrai qu'on est tombé sur cette clause. En discutant avec des avocats, des spécialistes, on s'est effectivement rendu compte que elle n'empêchait pas, en réalité, EDF de fournir de l'électricité pour ses activités, de l'énergie, mais par contre, en compte propre, effectivement, il y a une clause de non-concurrence. Ce qui pose, et c'est là où le dossier, effectivement, est monté très haut, ce qui pose des questions, parce que si demain EDF ne peut pas, pendant 2 ans en propre, utiliser cette énergie pour, par exemple, faire du minage de Bitcoin, on a du mal à imaginer que d'autres acteurs s'alimentent. Enfin, il faut imaginer l'investissement que ça représente. Et donc, effectivement, pour Mara, c'est une position qui est très confortable, et c'est ce qu'ils veulent utiliser. Après, bon, il y a cette contre-offre. Là-dessus, quand même, pour peut-être un peu, tempérer, parce que c'est vrai que c'est, dans le contexte actuel, un dossier sur lequel il y a une forme d'unanimité. Évidemment qu'il faut défendre les intérêts stratégiques de la France, de l'Europe, et donc là, ça passe par EDF. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça, nous, on a quand même bien insisté dans notre enquête sur le sujet, c'est que EDF aurait très bien pu investir dans Exaion, mais c'est une décision effectivement qui est politique. C'est-à-dire que ça fait des années qu'EDF ne veut pas investir sur ces sujets. On connaît les difficultés d'EDF, et donc dans une période où ils ont rationalisé les coûts des investissements, c'est Exaion qui en fait les frais, et ils se disent, voilà, on a cette start-up en interne, on la cède pour un prix qui est intéressant, mais c'est vrai que c'est faire peu de cas finalement de ce que ça pourrait représenter en termes d'activité à 5 ou 10 ans. Enzo, une réaction ? Oui, au moins deux pour le coup. La première, celle qui m'étonne le plus, c'est qu'on a une activité qui est, selon le gouvernement, non stratégique, en tout cas qui ne l'est pas encore, qui donc fait 2 millions de chiffre d'affaires, en perd 5, mais qui est vendu 168 millions. C'est-à-dire, ceux qui achètent ça à ce prix-là ne sont pas tombés la dernière pluie, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. La deuxième chose, c'est aussi, ce qui est étrange, c'est que les deux fondateurs ont à l'origine investi un peu plus de 100 000 euros, je crois que c'est 125 000 euros pour créer la structure, et que dans le cas où le deal se fait, ils vont toucher en dizaines de millions. C'est 33 millions qui devraient se partager. Alors, pour une société qui est publique, semi-publique, on peut se poser la question quand même de tout cet enrichissement personnel potentiel. Et je pense que c'est très bien qu'ils aient effectué toutes ces démarches pour que ça puisse sonner toutes les alertes au niveau de n'importe quelle partie d'ailleurs. Et qu'on puisse effectivement prendre une décision éclairée à la fin. Une petite illustration du minage, à quoi ça sert ? Là, il y en a une aux États-Unis, Jonathan. C'est un petit clin d'œil, parce que de toute façon, on l'a répété à plusieurs reprises sur ce plateau, et je ne suis qu'un des porte-parole de l'intérêt du Bitcoin pour l'économie, pour l'industrie et pour l'écologie. Et le minage, effectivement, permet justement de stabiliser ce qu'on appelle la grille énergétique. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis là, ces derniers jours, où, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une tempête hivernale qui s'appelle Fernand, qui justement a ravagé toutes les États-Unis, et notamment le Texas. Et effectivement, il y a énormément de mineurs au Texas, et donc des poules de minage ont débranché effectivement instantanément justement les mineurs pour réallouer l'énergie, l'électricité vers justement les habitants et vers les industries ou vers les ménages qui en avaient besoin. Rediriger l'énergie au bon endroit. Et c'est ça d'ailleurs qu'on vend. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. C'est justement lorsqu'il y a des surplus, parce qu'il y a énormément de surplus au Texas, ces surplus justement en général sont utilisés par les mineurs de Bitcoin pour du coup rentabiliser ces surplus. Et dès que justement
on a des besoins évidemment vitaux pour la population, pour les entreprises, et ben en fait, on demand, il débranche et il y a une réallocation de l'énergie vers ces ménages ou vers ces entreprises. Et on voit en France, pour revenir à cette affaire Exaion, que RTE a déclaré qu'il y avait énormément de surplus d'énergie en France et qu'aujourd'hui cette énergie n'est pas exploitée. Non, elle n'est pas exploitée. Et c'est vrai qu'on peut se dire, encore une fois, et j'espère que finalement toute cette affaire va faire prendre conscience au gouvernement de l'intérêt de miner du Bitcoin, au-delà de la partie purement stratégique, souverainiste, si on peut dire ça, c'est l'intérêt économique de ce business pour la France, qui a besoin d'argent en plus. D'après Sébastien Gouspillou et effectivement Florent Gabriel, il y aura bien du minage en France, le sujet avance, au gré des discussions aussi avec les représentants politiques qui commencent effectivement à quand même demander des informations, c'est ça qui est intéressant. Et d'après eux, le minage sera français. Donc on va rester optimiste sur ce dossier, Jonathan. On ne va pas laisser des Américains miner en France. Et on va le suivre, exactement. Allez, il nous reste 5 minutes, je vous libère. Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, merci d'avoir été avec nous. Et on va faire les tops et les flops de Enzo Allô. On commence par les tops. Alors on commence par les tops. On est en premier Hyperliquid, plus 58% sur 7 jours. Alors on en a déjà parlé un petit peu. C'est donc lié à de la DeFi, donc il propose différents protocoles de lending, de prêt, etc. Ça a été créé par 2 anciens d'Harvard. Attention, ce n'est pas un argument. On a une total value locked, c'est-à-dire un montant investi dans cette technologie d'environ 1,5 milliard. Il est dans le top 10 des blockchains les plus utilisés dans la DeFi. On a une tokenomie qui est d'environ 1 milliard de jetons avec un tiers aujourd'hui imprimé. Très peu d'informations sur la concentration. Ça reste, je pense, un bon cheval, on va dire entre guillemets, pour tout ce qui est DeFi. Attention, ça reste un challenger, donc ça peut encore avoir beaucoup de volatilité. En deuxième cas, il y a plus 28%. Alors là, ça rentre un petit peu dans les moments. C'est un jeton né de la récente fusion entre 2 crypto-monnaies, Fincha et Klein. On va faire trop long, c'est pour du stablecoin en Asie. Oui. Un de plus, très clairement, pas de réserve maximum sur ce jeton. Donc c'est un no-go clair et précis. En troisième, Pump Fun, donc c'est un même coin sur Solana, plus 28% sur 7 jours. On en avait déjà un petit peu parlé aussi. 1 trilliard de réserve maximum. On en est aujourd'hui à 354 milliards, donc pratiquement un tiers. Les 10 plus gros portefeuilles détiennent 70% de toute la réserve. Donc effectivement, c'est un no-go. Donc on va dire hyper liquide, pour le coup, assez intéressant dans les tops. Le flop. Les flops maintenant, on commence par le Dash, moins 14% sur les 7 derniers jours. Crypto similaire à Zcash, Monero, qui ont eu le vent en poupe les derniers mois, années, justement pour des effets, je pense, de réglementation. C'est un fork du Litecoin, donc un dérivé du Litecoin. Attention, détenir du Dash peut vous poser des soucis en termes de KYC par la suite, puisque ça embarque des technologies qui sont interdites, en tout cas dans l'utilisation en Europe, le ZSNARK. Une tokenomie en revanche assez intéressante, 18 millions de jetons au maximum et aujourd'hui 2 tiers imprimés. Ça reste, à mon avis, un bon call, mais impossible à recommander quand on est un professionnel. Story, moins 13, Story IP, on en a déjà parlé plusieurs fois, blockchain dédié à la propriété intellectuelle, et ICP, Internet Computer, moins 12% sur 7 jours, déjà passé plusieurs fois également, à chaque fois dans les flops pour celui-ci. C'est une infrastructure de blockchain, on va dire, assez classique, qui vise à créer un ordinateur géant basé sur tout le big data. Projet intéressant, mais je pense un peu compliqué à mettre en œuvre. Voilà les tops et les flops. Il nous reste 3 minutes à peine. Enzo, vous avez retenu quelques petites idées crypto du Forum économique de Davos la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Assez historique. Si on doit résumer, je pense, une seule chose qui doit ressortir de ce forum entre la crypto et l'industrie financière traditionnelle, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent le même langage. Il y a 2-3 ans, c'était encore assez compliqué. On a vu sur des plateaux, aujourd'hui, la semaine dernière, des grands patrons de boîtes crypto, des grands patrons de boîtes de finances tradis, parler le même langage, être d'accord sur la direction que va prendre l'infrastructure blockchain dans la modification du secteur financier qui va arriver dans les 5-10 ans. C'est assez passionnant de pouvoir vivre ça aujourd'hui. La tokenisation d'actifs, les agents IA. Alors les agents IA, on en parle peut-être un petit peu moins, mais nativement embarqueront pour leur modèle économique, la technologie blockchain pour toutes leurs activités économiques. Les agents IA, c'est ce qui va être le futur de l'IA aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, l'infrastructure blockchain s'inscrit comme la direction que vont suivre les banques, à savoir maintenant, ça va être quels vont être les acteurs qui vont tirer parti de toute cette mutation. Comment est-ce que la valeur va être distribuée aux investisseurs, aux épargnants comme nous, etc., dans tout ce nouveau grand jeu de la finance, que ça serait censé devenir gratuit
et au moins voilà, ne pas être payant. Donc voilà, si quand même une petite menace qui rejoint celle dont parlaient les stablecoins tout à l'heure, c'est que les stablecoins proposant de meilleurs rendements, ça induit une menace sur la finance traditionnelle et donc une fuite des dépôts livrets classiques qui ne rémunèrent pas vers des stablecoins. Et donc ces menaces-là ont été exprimées par certaines personnes. Et ça reste intéressant puisque ça va être à eux de faire mieux. On ne va pas dire à quelqu'un qui fait bien, fais moins bien, parce que ça pose des problèmes à celui qui fait moins bien. Voilà. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question, Jonathan. Le secteur bancaire qui s'intéresse aux cryptos, qui s'intéresse à la blockchain, bonne ou mauvaise nouvelle quand on est un pur acteur de départ? Alors, encore une fois, moi, je nuance quand même toujours, même si moi, je suis un maximaliste Bitcoin et que dès que j'entends blockchain, j'ai un peu mal aux oreilles parce que c'est vrai que ça veut tout et rien dire. C'est un peu un terme bullshit. Il y a eu justement énormément de développement de grandes entreprises. Je pense à IBM, je pense à toutes les expérimentations qu'il y a eu. Et effectivement, moi, je suis plutôt quand même un peu sceptique de tout ça. Après, évidemment, ils comprennent l'enjeu derrière cette technologie ou derrière justement l'émergence de ces nouvelles innovations. Moi, je reste quand même prudent. Surtout qu'on voit que l'euro numérique va sortir, que l'Europe a été plutôt contre les stablecoins jusqu'à présent, et que pour le coup, c'est le sens de l'histoire. On voit le développement des stablecoins dollars dans le monde. Il serait temps que l'Europe se réveille et fasse son Genius Act à l'européenne. On analyse tout ça tous les jours entre 15h et 15h30 dans le club BFM Crypto. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.